J'ai appris assez tôt que Bailey était peut-être impliquée dans la mort de Micah. Et j'avais du mal à croire qu'il y ait ne serait-ce qu'une possibilité que ce soit vrai. C'est ça, va-t'en. J'ai senti que ce n'était pas à moi de dire quoi que ce soit à Jane ou quoi que ce soit à Cheryl. Ce que j'ai fait, c'est que lors de nos conversations, j'imaginais différents scénarios. Et Matt Queen m'a préparé le terrain avec son post sur notre page. Comme ça, j'ai pu en parler. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous demandais ce que ça vous ferait si c'était James? Et si c'était Bailey? Et si c'était Micah? On en a toutes parlé. Oui, on en a parlé. Et on a toujours dit, il faut qu'on aille au bout du dossier de chaque enfant. De chaque enfant. On a entendu des histoires. Certains disaient que Bailey avait tué Micah. Et je répondais, non, Bailey ne pourrait jamais tuer quelqu'un. Je l'ai toujours dit. Et je te l'ai dit aussi, dès le début, que si on retrouvait Bailey, j'aurais des questions pour elle. 13 mois sans savoir où est sa fille, c'est trop long. Donc, imaginez-vous, juste pendant 5 minutes, si ça vous arrivait à vous. C'est ce que je ressens 7 jours sur 7. Quand j'ai appris qu'elle sortait avec Matt Queen, je me suis rendu compte qu'il y avait un dénominateur commun entre les deux affaires. Mais c'était Matt Queen. Lance a toujours été parfaitement convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un immense mystère complètement alambiqué. Dès le départ, sa théorie, c'était que quelqu'un avait assassiné Micah et que Bailey avait été témoin du meurtre ou qu'elle détenait des informations qui la rendaient encombrante. Qu'on s'était débarrassé d'elle pour l'empêcher de parler. Micah nous avait dit plusieurs fois, s'il m'arrive quelque chose, intéressez-vous à ce type. Je crois que c'est la première fois que Lance a entendu le nom de Matt Queen. C'était une réflexion tellement bizarre qu'on l'a ignorée sur le coup, à cause de tous les autres trucs délirants qu'il nous racontait. Enfin, qu'on croyait délirants. Micah nous avait dit que, comme il était au chômage, pour se faire un peu d'argent, il aidait quelqu'un à assembler des armes dans son garage. Au début, on avait du mal à faire le lien entre la consommation de drogue et la fabrication d'armes. C'est à ce moment-là que quelqu'un nous a dit que Micah essayait de vendre pour financer son addiction. C'est cette même personne qui nous a expliqué que c'était Matt Queen, le dénominateur commun entre le monde de la drogue et le monde des armes. Matthew aimait les armes. C'était un passionné d'armes. Il en assemblait, et il y a des preuves qui montrent qu'il en a vendu. Il ne vendait pas de gros volumes. On parle d'une poignée de transactions. C'était le moyen qu'il avait trouvé pour se faire de l'argent. On a vite compris que Micah connaissait Matthew Queen. Ils se voyaient, ils prenaient des drogues ensemble. Mais c'était une amitié houleuse.
Les gens qui prennent des drogues et les toxicomanes ont souvent des relations instables. Et là, c'était le cas. On a reçu des renseignements de témoins anonymes qui indiquaient que Matthew Quinn n'aimait pas Micah, fait sur lequel on a enquêté. Et Micah aurait dit à des gens que Matthew Quinn l'avait kidnappé. On a interrogé une amie de Bailey et elle nous a parlé d'un incident. Elle devait rendre visite à Bailey et Micah était avec eux dans la voiture. Matthew Quinn conduisait. Ils ont commencé à s'éloigner de la ville. Ils sont allés jusqu'à un verger. Micah a pris peur et il s'est enfui en courant. Micah nous a dit qu'il avait sauté de la voiture et qu'il avait couru. Il a commencé à appeler à l'aide, mais c'est une zone très rurale. On ne parle pas d'un petit jardin, on parle de kilomètres carrés d'amandes et de pistaches, de kilomètres. Apparemment, Matt Quinn était connu pour conduire des gens là-bas et leur faire peur. Ça l'excitait que les gens pensent que c'était un mec dangereux, etc. Mais c'était juste un homme avec une arme. La jeune femme a dû descendre de voiture. Elle avait peur pour sa vie, parce que Matthew Quinn lui adressait des menaces. Il lui disait « Comment va faire ton fils pour grandir sans sa mère ?» tout en braquant une arme sur elle. Les questions de Matt étaient en rapport avec Bailey. Il voulait savoir si elle avait été infidèle. Il l'accusait de l'avoir trompée. Et puisqu'elles étaient amies, il lui a demandé si Bailey l'avait trompée. Elle a eu très peur. Et donc, Micah a couru et s'est retrouvé sur une autoroute. Quelqu'un l'a entendu appeler au secours et a appelé la police. Alors le shérif est arrivé. Et apparemment, avec tout ce que Micah avait traversé l'année d'avant, il ne s'était pas présenté à un rendez-vous au tribunal. Il y avait donc un mandat d'amener à son nom. Et donc, ils l'ont arrêté et il a passé le week-end en garde à vue. Je me suis à nouveau penché sur toutes les preuves et j'ai réussi à trouver une géolocalisation et des relevés téléphoniques qui concordaient. J'ai pu les placer dans le verger, à l'endroit exact de l'incident. Et j'ai aussi retrouvé un procès-verbal du jour où le shérif du comté de Kern a arrêté Micah sur l'autoroute, ce qui a confirmé les dires de cette jeune femme. Tout ce que Micah disait, « Venez me chercher, quelqu'un fait le pied de grue devant chez moi ». C'était vrai. Sa peur était réelle. On lui a demandé « Pourquoi tu ne vas pas voir la police? Si tout ça est vrai, Micah, pourquoi tu n'appelles pas la police ?» Et il répondait toujours « Il n'avait pas confiance en la police. Il était paranoïaque. » Il n'avait confiance en personne. On aurait dû l'écouter. On aurait dû le croire. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait différemment, mais on aurait fait quelque chose. C'est normal de culpabiliser, mais jusqu'à un certain point. Parce que si on revient en arrière, on n'était pas des parents parfaits, bien sûr, mais il y a beaucoup de parents qui ont le cœur brisé à cause des choix qu'ont fait leurs enfants. Le libre arbitre existe. Ils font leurs propres choix, en dépit de ce qu'ils savent être bien et mal.
On fait tous des choix qui vont à l'encontre de nos croyances parfois. Je me dis qu'il ne faut pas se flageller. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était dépassé. Ces gens ne tenaient pas à lui. Ils n'étaient pas ses amis. Et il est mort. Au cours de mon enquête, j'ai découvert que Matthew Quinn était impliqué dans d'autres affaires criminelles. D'autres kidnappings, d'autres affaires pour port d'armes. Donc, on l'a mis sur écoute. On interceptait toutes ses communications. Étant donné ses antécédents et la complexité de l'affaire, on a décidé de le contacter pour procéder à un prélèvement ADN. Juste avec un petit coton-tige. On a aussi saisi des preuves. Des pièces détachées, des armes à feu, ce genre de choses. Et on voulait les analyser. On avait déjà son profil, car il avait été incarcéré. Mais pour des raisons de traçabilité, il est préférable de pouvoir dire « J'y suis allé tel jour et j'ai prélevé tel échantillon ». Compte tenu des tendances violentes de Matthew Quinn, j'ai pensé qu'il était préférable de l'aborder sur son lieu de travail plutôt qu'à son domicile. Quinn était chef d'équipe dans une entreprise d'électricité. Ce jour-là, je n'avais aucune intention de l'arrêter. Aucune. Il était sur écoute et j'avais encore des pistes à explorer. Mais il nous a forcé la main. Une fois sur place, on s'est dit qu'il serait plus prudent de demander à son responsable d'aller nous le chercher. Et il est revenu avec un air perplexe. Il nous a dit que Matthew Quinn avait escaladé un grillage et s'était enfui. J'étais en salle de rédaction. Je me préparais pour le direct et dans cette salle, on a toujours la radio de la police en fond. On les a entendus parler d'une course-poursuite et d'un suspect qui avait sauté dans la rivière. Le suspect est en fuite dans la rivière. Nos agents ont besoin de votre bateau. La rivière est dangereuse, donc je pense qu'il s'inquiétait aussi pour sa sécurité. Les pompiers ont un bateau disponible? Le bateau ne peut accueillir qu'un agent. Et j'entends un de mes collègues crier « Oh mon Dieu, c'est Matthew Quinn !» On n'en revenait pas. On n'avait encore rien écrit sur lui, mais ça faisait des mois qu'on l'avait à l'œil. Bien sûr. Le suspect se tient à un pilier, sous la 99. Et là, on tombe sur cette chasse à l'homme, et comme par hasard, c'est lui. Il est en plein milieu de la rivière. Mon chef m'a dit « Faut que tu y ailles, faut que tu fonces sur place. » Bonjour à tous, je suis à Yokuts Park où un face-à-face a lieu entre la police et Matthew Quinn, l'ex-petit ami de Bailey Despot. Il y avait des agents des deux côtés de la rivière qui lui donnaient des directives. Il était paniqué, ça se voyait sur son visage. Une fois qu'on l'avait isolé sous le pont de l'autoroute, on a essayé de négocier pour que tout se termine bien. On lui donnait des directives, on lui expliquait qu'on voulait seulement son ADN. Mais il nous a répondu que c'était n'importe quoi, qu'on avait déjà son ADN. On a enfin réussi à le faire sortir en lui disant qu'il pourrait passer un coup de téléphone. Il a appelé sa copine de l'époque, Sarah Widmeyer. C'est comme ça qu'on l'a eu. Et qu'on l'a arrêté en toute sécurité. On va bien sûr continuer de vous informer. Je sais ce que vous voulez savoir. Est-ce que c'est en lien avec les Bakersfield 3 ? J'ai été mise au courant après coup. Ce qui est une bonne chose, parce que si j'avais su ce qui se passait, j'y serais allée pour lui poser des questions. Je me suis dit,
Waouh, c'est génial. On va enfin pouvoir rendre justice à Micah et savoir où est Bailey. J'ai essayé plusieurs fois de m'entretenir avec Matthew Quinn. En général, dès que je découvrais un nouvel acte criminel, j'essayais d'obtenir un interrogatoire officiel. Il me posait des questions pour essayer de jauger ce que je savais. Et quand j'en arrivais au délit qu'il avait commis, il se fermait complètement et refusait de parler. Le petit ami de Bailey Despot a été inculpé pour de nouveaux crimes, notamment pour kidnapping. Olivia Lavoie nous apporte plus d'informations. Nous gardions un œil sur Matthew Quinn depuis que son nom avait fait surface l'année dernière, peu après la disparition de sa petite amie. Matthew Quinn, 42 ans, a tourné le dos aux caméras dès que la salle d'audience a commencé à se remplir. Quinn s'est tue pendant que son avocat a plaidé non coupable face aux 6 nouveaux chefs d'accusation. Quinn va être placé en détention provisoire. En plus des accusations de kidnapping, Quinn a également été inculpé pour la fabrication et la vente d'une arme d'assaut. Quand il a été interpellé, j'avais déjà beaucoup d'infos concernant Micah. Je savais que je pouvais l'arrêter pour plusieurs kidnappings, mais je ne savais pas ce qu'il allait révéler sur Bailey. Donc, durant cet interrogatoire, j'ai surtout pris le temps de parler de ça. Mais comme d'habitude, après quelques minutes, il s'est fermé et a refusé de me parler. J'ai toujours pensé que nos citoyens devraient être plus impliqués dans la résolution des crimes. Donc on a décidé de se servir de notre chagrin pour aider d'autres personnes. On a commencé à travailler sur des projets qui, selon nous, allaient profiter à des familles comme les nôtres. Notre première collecte de fonds servira à acheter un nouveau sonar pour sonder les voies navigables. Le fait que les équipements soient obsolètes nous a fortement impactés. C'était un système de dragage qui demandait beaucoup de main-d'œuvre et qui datait de 2004. Nous avons besoin d'équipements convenables pour faire des recherches en eau trouble. C'est notre objectif. On a organisé un tournoi de golf pour lever des fonds pour acheter du matériel. Les 3 mères ont toujours fait différentes choses, soit pour aider une autre famille de victimes, soit pour améliorer le système judiciaire local dans son ensemble. C'était incroyable de voir leurs actions prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis le Covid est arrivé. Chut, on est en direct. Ah bon? Étant donné que la semaine des victimes a été annulée, Les événements ont été annulés. les événements ont été annulés. Mais on ne voulait pas laisser passer la semaine sans rien dire. On vous rappelle qu'on est là pour répondre à vos questions, si vous en avez, et pour vous soutenir. Croyez-moi, on sait à quel point ça peut être frustrant. Très frustrant. Et déchirant. Et déprimant. Quand on a des êtres chers dont la justice n'a pas le temps de s'occuper. On poursuit notre parcours sans avoir beaucoup plus d'informations sur nos situations. Moi aussi, je suis là pour répondre à vos questions ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dai est derrière la caméra. C'est notre caméraman aujourd'hui. On voulait que vous sachiez que vraiment, on pense à vous. Le bureau du shérif du comté de Kern est en charge des équipes de recherche dans tout le comté. On a récolté environ 17 000 $ et on a acheté un nouveau sonar. Ce sonar me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose dont Bakersfield a besoin et ça va aider de nombreuses familles à obtenir ce dont elles ont besoin. Le jour où on a offert le sonar, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a permis d'aider d'autres familles à retrouver leurs proches plus rapidement sous l'eau. Ce sonar va rendre nos recherches beaucoup plus efficaces. Nous leur en sommes très reconnaissants. Et puis tout à coup, le sergent Garrett m'a appelé pour que je vienne le voir.
On rentrait chez nous et on a reçu un coup de fil du sergent Garrett. Il a dit « On a des informations quant à de nouveaux chefs d'accusation. » On a tout de suite pensé à Matt Quinn. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'une chaîne de télé m'avait déjà appelé. Ils m'avaient demandé comment je me sentais. Je leur avais dit « On est ravis d'avoir pu faire don de ce sonar. » Mais il ne s'agissait pas de ça en réalité. Bonjour à tous. Je viens vous annoncer que le bureau du procureur a retenu des chefs d'accusation contre Matthew Quinn. Cette journée avait commencé et puis tout à coup, tout a basculé. Et Bailey Despot. Jane et moi conduisions à tour de rôle. Et ce jour-là, c'était mon tour. Après avoir remis le sonar, on est monté en voiture. Je me souviens que la radio était allumée et que le journaliste, en dépit du fait que la procureure avait demandé d'attendre, a commencé à en parler. Les chefs d'accusation sont les suivants: meurtre, kidnapping et torture. Les chefs 1 à 5 concernent le meurtre de Micah Olson-Beck. Premier chef, meurtre. Deuxième chef, complot en vue de commettre un meurtre. Matthew Quinn est en détention provisoire et Mademoiselle Despot est à ce jour encore introuvable. Elle est connue pour faire partie des Bakersfield 3. J'ai essayé d'appeler Cheryl, mais elle était sur répondeur. J'ai continué de l'appeler, encore et encore. Troisième chef, torture. Quatrième chef, complot en vue de torturer. Ces chefs d'accusation sont retenus contre Matthew Quinn et Bailey Despot. Di était avec moi et on n'en revenait pas. Bailey ne ferait jamais ça. Elle ne ferait jamais ça, à moins d'avoir un flingue braqué sur la tempe. Je m'attendais à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires. Donc ça, en soi, c'était pas si choquant. Mais je ne sais même pas comment articuler à quel point j'ai trouvé ça choquant qu'ils inculpent Bailey. J'étais là, quoi? Ils la croient vivante? Je pensais que tout le monde était d'accord pour dire qu'elle était très probablement une des victimes de l'histoire. Doit-on déduire que Bailey Despot est en vie? Ou peut-on présumer qu'elle est morte? Nous ne pouvons présumer de rien. Nous avons des éléments qui vont dans les deux sens. Elle est introuvable, et puisqu'elle est introuvable et qu'elle n'a pas été déclarée morte, elle fait partie des mises en examen dans cette affaire. Jane était bouleversée, évidemment. Je venais de lui annoncer qu'on avait un mandat d'arrêt pour meurtre à l'encontre de sa fille qui avait disparu. Je ne prenais pas ça à la légère, et je n'avais rien contre Jane ou contre Bailey. Je n'ai fait que suivre les preuves, et les preuves m'ont indiqué qu'elle avait participé directement au meurtre de Micah. La procureure a également inculpé une autre personne, Matthew Van de Castile. Nous l'avions interviewé en 2018. Vous ne connaissez ni Bailey ni Micah? Non, je ne les connais pas. La base du dossier, c'est le récit de Matthew Van de Castile et les enregistrements téléphoniques. Van de Castile était un comparse connu de Matthew Quinn, Bailey Despot et Micah Olson-Beck. Ils allaient souvent chez lui sur Half Moon Drive. Je voulais voir ce qu'il savait. Avant la disparition de Bailey,
Sarah Widmeyer sortait avec Matthew Van de Castile, au moins jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter pour port d'armes. Il n'était pas content qu'après son arrestation, Sarah ait commencé à fréquenter Matthew Quinn et qu'elle soit allée vivre chez lui. J'ai écouté une série d'appels téléphoniques qu'il a passés lorsqu'il était incarcéré pour un autre incident, lors duquel il avait été trouvé en possession d'une arme à feu. Un des appels est une conversation entre lui et sa copine Sarah. Tu te souviens d'où est Micah? Parce que t'étais chez moi ce soir-là. Tu vas finir pareil si tu l'énerves. De quoi tu parles? Éloigne-toi de lui. À ce moment-là, Bailey avait déjà disparu. Il conseille à Sarah Widmeyer de s'éloigner de Matthew Quinn parce qu'il est dangereux. Il fait allusion au fait qu'elle était là le soir où Micah a disparu et il dit que si elle trahit Quinn, il lui arrivera la même chose. Au départ, c'était le jeu du chat et de la souris. Les criminels veulent tous vous jauger, savoir ce que vous savez. Il avait des réticences à parler. Mais après que je lui ai fait écouter ses enregistrements, il a cédé et nous a dit qu'il s'était passé quelque chose dans son garage, sur Half Moon Drive, et que Micah, Quinn et Bailey étaient impliqués. Van de Castile a parlé d'un incident qui avait eu lieu fin 2017. Une arme à feu avait été volée chez Matthew Quinn lors du Nouvel An. Quinn a dit à tout le monde que ça allait mal finir pour la personne qui avait volé l'arme. Et l'un des suspects était Micah. Il a interrogé et soupçonné d'autres personnes, mais finalement, Micah est apparu comme le seul responsable. Van de Castile a raconté qu'il était chez lui, avec Sarah Widmeyer, et qu'il a reçu un appel de Bailey ou de Matthew Quinn lui-même, lui disant qu'il voulait se servir de son garage pour parler à Micah. Le garage n'est pas attenant à la maison. Il avait pris de la drogue, mais selon lui, Micah était là. Matt et Bailey ont fait des allées et venues. À un moment, Bailey lui a demandé un couteau ou une paire de ciseaux, puis est retourné dans le garage. Ensuite, il se rappelle qu'elle est revenue, peu après, qu'elle était blanche comme un linge, épouvantée, qu'elle est allée dans une chambre et qu'elle s'est changée. Il n'a pas trop posé de questions. Il se souvient avoir demandé à Matthew Quinn ce qui s'était passé, et ce dernier lui a dit « Vaut mieux que tu saches pas ». Le lendemain, Matthew Quinn lui a dit « J'ai besoin de ton aide pour me débarrasser de quelque chose ». Van de Castile lui a dit qu'il ne voulait pas être mêlé à tout ça. Il est allé dans la salle de bain pour prendre un peu d'héroïne. Quinn en a eu marre de l'attendre et il a quitté la maison. Mais Van de Castile nous a dit avoir vu une grosse caisse à l'arrière de la voiture de Quinn. Il se doutait qu'il y avait quelque chose dedans, mais il ne lui a rien demandé. On avait beaucoup d'éléments. Une frise chronologique, un emplacement, et Van de Castile nous a dit « Si vous allez dans mon garage et regardez à gauche, il y a une étagère en hauteur. Si vous cherchez, vous allez trouver l'ADN de Micah. » On s'est rendu à son domicile. On a ensuite conduit des analyses qui ont confirmé qu'il y avait bien de l'ADN humain. On a envoyé l'étagère à notre labo régional. On avait déjà le profil de Micah et on a trouvé une correspondance. Ça a été un tournant majeur dans l'enquête. On ne ressentait aucune animosité envers Jane. Mais on a disparu quelques jours.
Le temps de digérer. Ça ne nous a pas étonné que Bailey soit inculpée. Étant donné sa relation avec Matt Quinn, on se doutait qu'elle savait quelque chose et qu'elle était impliquée. On le comprenait, ça. C'est Jane qui a été choquée. Ça a été un choc terrible pour Jane. Et on se sentait très mal pour elle. Je me suis dit, peut-être que Bailey savait ce qui se passait. Elle était au courant, clairement. Mais peut-être qu'elle a été... J'en suis sûr. Contrainte et forcée. C'est certain. Jane n'y est pour rien. Elle continuait de dire... Comment vous pouvez poursuivre Bailey alors qu'elle n'est pas là? Jane a gardé la même ligne de conduite, qui serait la ligne de conduite de n'importe quelle mère, et qui était de dire « Vous pensez qu'elle est coupable? Aidez-moi à la retrouver. Interrogez-la. Entendons ce qu'elle a à dire. » C'est ce que j'aurais dit aussi. Tu nous entends? Oui. Ok, parce que parfois, il faut être plus près pour entendre. Là, je pense que c'est bon. Il y a des gens qui se connectent? Je sais pas. Ça me le dit pas. Mais je vous ai toutes les trois dans le champ. Bonjour à tous. On voulait prendre la parole pour vous remercier pour toutes vos prières et messages de soutien pendant cette période difficile. Il y a eu plein de gens qui nous ont contactés, des gens des médias, et on voulait que vous sachiez qu'on fait tout notre possible pour ne pas nuire à l'incroyable travail que les enquêteurs et le bureau de la procureure ont fait. À ce titre, nous n'accepterons plus de donner des interviews dans les médias. On ne veut pas compromettre l'enquête. J'ai vu aux informations qu'ils avaient retrouvé des restes humains. C'était quelque chose de petit. Ils n'ont pas sorti une housse mortuaire. Alors mon cœur s'est arrêté. Ce sont ses dents qui ont permis de l'identifier plutôt que l'ADN, parce que c'était son crâne. Cette nouvelle étape bouleversante ne permet pas encore à la famille Olsen-Beck de tourner la page. Plusieurs parties du corps doivent toujours être retrouvées et leur être rendues, mais ils se concentrent sur le procès à venir. Matthew Quinn fait face à plusieurs chefs d'accusation dans l'affaire du meurtre de Micah. Manifestement, quelqu'un avait raconté que Micah avait volé une arme à Matt Quinn. Donc, la théorie, c'était qu'il en voulait à Micah pour ça. Mais j'ai du mal à y croire. C'est un animal, c'est tout. Oui. C'est ça, la vérité. Micah avait peut-être volé une arme, mais on ne démembre pas quelqu'un parce qu'il nous a peut-être volé quelque chose. Quand on réfléchit à comment il s'y est pris pour essayer de faire disparaître le corps, on se dit qu'il voulait complètement l'oblitérer. Mais je sais pas, je me dis... Qui fait ça? À moins d'être un fou furieux. Nous démarrons avec notre page judiciaire. Le procès de Matthew Quinn s'est ouvert aujourd'hui. Il est accusé d'avoir tué Micah Olsen-Beck. Il faisait face à 35 chefs d'accusation. Agression, kidnapping, possession d'armes à feu. Toutes ces accusations étaient réunies en une affaire globale, dont les chefs majeurs étaient le meurtre et la torture de Micah Olsen-Beck.
Le procès était très technique. Il y avait énormément de chefs d'accusation pour énormément de crimes présumés. Je me disais, j'aimerais pas être jugée lors de ce procès. On est unis. Oui, on a démarré ensemble et on continuera ensemble jusqu'à ce qu'on ait une réponse pour chacun de nos enfants. Il est 17h, voici l'info du jour. Matthew Quinn est monté à la barre aujourd'hui pour se défendre. Quinn a parlé de son implication présumée dans la torture et le meurtre de Micah Olson-Bake. J'étais étonnée qu'il témoigne. Et évidemment, entendre son témoignage était choquant. Quinn explique que Micah a braqué un pistolet sur lui à cause d'une blague que ce premier aurait fait au sujet d'un rapport sexuel que Micah avait eu avec sa femme. D'après Quinn, Bailey Despot serait entré dans le garage et Micah l'aurait visé à son tour. En gros, il a dit que Micah avait pété un câble, qu'il les avait menacés, lui et Bailey, avec une arme et qu'ils avaient dû se défendre. Bailey aurait lâché une énorme haltère sur la tête de Micah et c'est ce qui l'aurait tué. Il a dit que ça avait été horrible pour lui de démembrer quelqu'un et qu'on ne comprenait pas à quel point ça avait été répugnant de faire ça pour Bailey et avec Bailey. J'avais envie de me lever et de hurler. Qu'est-ce que tu as fait de ma fille, sale menteur? On est venu tous les jours depuis l'ouverture du procès, donc c'est complètement... je sais pas. Surréaliste. Exactement, c'est le bon mot. On a attendu ce moment tellement longtemps. 4 ans. Le verdict est tombé dans le procès de Matthew Quinn à Bakersfield. Quinn faisait face à 35 chefs d'accusation, dont un pour assassinat. Matthew Richard Quinn est reconnu non coupable de l'assassinat de Micah Olson-Bake. Matthew Quinn est reconnu non coupable d'assassinat, mais est condamné pour le meurtre sans préméditation de Micah Olson-Bake. Le jury l'a reconnu non coupable des faits de torture et de kidnapping en lien avec la mort de Micah, ce qui a fait réagir le public. Ce verdict ne ramènera pas Micah, mais il va permettre de protéger d'autres familles. Je voulais qu'il soit reconnu coupable à 100%, qu'il soit condamné pour assassinat. Mais au bout du compte, c'est un homicide. Il l'a tué. Je pense que Micah serait content de ce verdict. Cheryl peut clore ce chapitre, mais pour moi, ça continue. Et pour Di aussi. Je suis de ton côté. Attends, je t'enlève ça. J'aimerais savoir comment vous allez. Parce que par message et au téléphone, c'est pas pareil. D'un côté, j'ai l'impression que c'était hier. Et de l'autre, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Pour moi, le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'on a attendu. Et puis, il y a eu le Covid et on a dû attendre encore plus longtemps. On avait l'impression que ça ne finirait jamais. Et tout à coup, on y était.
c'était fini. Ça a duré quoi? 6 semaines? 6 ou 7 semaines. On s'est demandé... Et maintenant, on fait quoi? On a déjà parlé du fait qu'après que les restes de Micah ont été identifiés, vous vous trouviez dans une position différente de celle de Jane et Dai. Le nombre de gens dans le même cas que vous était encore plus restreint. Très restreint. Et à présent, Enfin, c'est... vous en êtes de nouveau à des étapes différentes. Votre affaire est considérée comme résolue. Oui. La justice a fait son travail. Voilà. Et vous, vous attendez encore. Oui, c'est calme depuis le procès. L'année qui vient de passer a été dure pour nous toutes. Juste après le procès de Micah, on m'a diagnostiqué un cancer. Jane a tout de suite écrit au sergent Garrett pour lui dire d'accélérer la cadence. De se bouger. Oui, de se bouger. Oui, parce que cette histoire est littéralement en train de nous tuer. Je suis toujours en charge de l'enquête sur le meurtre de James Kulstad et la disparition suspecte de Bailey Despot. Ces deux enquêtes sont toujours ouvertes et il y a des pistes dans les deux affaires que j'exploite encore. Les gens nous demandent comment vous faites pour rester unis, pour rester les trois mères. Bienvenue chez moi. J'ai acheté notre tarte préférée. Noix de coco. Mais la base de notre relation, ce qui nous a réunis, c'était de trouver nos enfants et leurs assassins sans jamais abandonner, peu importe ce qu'on trouverait. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne tarte à la crème. Exactement. On a mangé tellement de tartes ces 5 dernières années. Fallait pas me donner toute la tarte. Je pouvais pas faire de petites parts. C'est ça. Merci. C'est Cheryl qui a commencé. On ressentait toutes beaucoup d'émotions. Et d'un coup, on se disait, OK, on va arrêter d'y penser et on va manger de la tarte. Ça nous faisait un moment de répit. Des fois, on mangeait de la tarte à midi. Des fois, on mangeait de la tarte avec un cocktail. En même temps. C'est pas un mélange commun. Je ne peux pas exprimer l'horreur que c'est de ne pas savoir où est son enfant, peu importe son âge. Nous, dans un sens, ça va. Maintenant, il s'agit de James. Dai est malade, donc il y a urgence. Et il s'agit de Bailey. Il faut retrouver Bailey pour que Jane soit fixée. Et si les gens ne sont pas prêts à appeler et à partager ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent savoir, ces affaires vont être classées. Je savais quand ça n'allait pas, parce que tu m'appelais à 2 heures du matin. Et on restait au téléphone. Les 2 premières années, j'ai pas dormi. Tu étais toujours debout quand je t'appelais. Toujours. Ou on faisait un appel à 3 à 2 heures du matin. Oh mon Dieu, j'ai trouvé un truc sur Google Earth. Regardez cette adresse. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il ne faut pas affronter ça tout seul. On n'aurait jamais tenu sans les autres. 3 cœurs valaient mieux qu'un. On devrait varier. Jane, tu penses toujours à ça? Oh, Qu'est-ce qu'on va faire de toi? je sais pas.